Alors, bonjour tout le monde et bienvenue ce midi à la formation qui sont les insignes qui ne trompent pas que tu es une surperformante ou encore une super performante. Alors, on va débuter tout de suite. Donc, on va parler de la surperformante, mais en fait, lorsqu'on parle de surperformance ou de la surperformance, j'ai envie de dire qu'on parle de syndrome d'imposteur déguisé. Et comment je pourrais dire, c'est une humble confession que moi-même, je suis une ancienne super performante ou surperformante, pardon. Et pour bien comprendre, c'est qui est la surperformante, premièrement, c'est une des 6 personnalités qui mènent souvent, très, très souvent, à l'épuisement professionnel. Et la caractéristique première de la surperformante, c'est l'addiction au travail. Donc, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de surperformance, on parle vraiment de ce besoin excessif, j'ai même envie de dire compulsif, de vouloir travailler. C'est comme, c'est pas possible pour moi de ne pas travailler, c'est pas possible de ne pas faire ce que je suis supposée de faire. Et ça, au détriment de ma vie personnelle, que ce soit ma vie familiale, que ce soit ma vie sociale. En fait, c'est l'exemple parfait lorsque ma vie professionnelle commence à empiéter puis à prendre de l'espace sur ma vie personnelle. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de consensus au niveau scientifique, au niveau des études qui ont été faites pour définir qu'est-ce qu'une addiction au boulot, au travail. On peut appeler ça boulot maniaque parce que certaines personnes, certaines femmes, certaines de mes clientes me disent non, 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 moi je suis pas une boulot maniaque, je suis pas une bourreau du travail, mais on pourrait quand même utiliser ce terme-là de surperformante ou encore d'addiction au travail pour décrire une personne qui met beaucoup d'emphase, qui met tout son focus sur le travail, sur la réussite, sur le succès, et peu importe la manière qu'elle va l'atteindre. Puis là, je sais que quand je parle comme ça peut paraître extrême, mais la réalité, ce ne l'est pas. Puis vous allez voir là dans les signes que je vais vous partager tantôt, euh, c'est pas si extrême que ça, mais il y a un aspect, une certaine rigidité dans les décisions qu'on prend euh, par rapport au lien puis au rapport au travail et de la réussite et du succès. Mais le plus important, c'est que très souvent, celle qui est surperformante, une des caractéristiques premières, c'est elle n'a aucun sens de satisfaction dans son travail. Elle a aucun sens de satisfaction dans sa carrière, dans sa situation, sa position professionnelle. Même si de l'extérieur, on dirait qu'elle vit du succès. Pourquoi? Parce qu'elle atteint ses objectifs, parce qu'elle arrive à mener ses projets à terme à l'intérieur de la surperformance. Il n'y a pas ce sentiment de satisfaction. Pourquoi? À cause du syndrome d'imposteur déguisé. OK? Alors, peu importe le type de réussite, peu importe les accomplissements qu'elle va accomplir, ça va amener un déséquilibre dans sa vie. Et souvent, ce déséquilibre, à la base de ce déséquilibre, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un sacrifice pour atteindre mes objectifs et pour maintenir le haut niveau de performance, d'où le terme surperformante. Alors, et là, ce qu'on a remarqué très souvent, c'est qu'il peut y avoir une négligence au niveau de son propre bien-être, une négligence au niveau de sa santé, une négligence au niveau de son bonheur en général, et aussi une négligence au niveau de ses relations. Pourquoi? Parce que la satisfaction au travail, pas la satisfaction, mais l'atteinte de ses objectifs, l'atteinte de ses buts, c'est jamais assez. Une fois que j'ai atteint un objectif, un but, il faut que j'en ai un autre, plus grand, plus élevé.
c'est comme une quête insatiable d'atteindre mes objectifs. Bref, c'est toujours next, 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 next. Maintenant, la surperformance, on va la voir au travail, mais aussi on peut la trouver dans les études. Alors, c'est pas juste au travail qu'on peut trouver ce syndrome d'imposteur déguisé, mais également dans les études, aussi dans les sports. Alors, si vous avez un jeune ou une jeune qui est dans un programme alternance, un programme sport-études, pardon, ben regardez cette tendance à la surperformance, OK? Et bien sûr, on va aussi chercher à performer à la maison. Donc, il y en a qui vont dire, ben Sandra, moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis pas une bourreau du travail. Ben écoutez, la surperformance, il y a des versions plus légères, mais il y a aussi des performances, des versions plus sévères. Mais l'idée centrale, c'est vraiment cette incapacité de décrocher du travail. OK? C'est-à-dire, même à la maison, je réfléchis constamment au travail. Et c'est vrai que les technologies, comme le smartphone, comme les ordinateurs, le fait qu'on soit constamment sur les réseaux sociaux ou connecté à la technologie vient amplifier cette situation-là. Donc ça, c'est ma mise en bouche par rapport à la boulomanie ou la superperformance. Bon, maintenant la question, est-ce que je suis vraiment accro du boulot? Ben écoutez, voilà, ici tu as 7 descriptifs, OK, qui définit puis qui décrivent vraiment 7 systèmes qui décrivent des comportements d'une personne qui pourrait démontrer une personnalité au trait plus surperformante. Et si tu coches, ça c'est l'échelle de Bergen, ok, c'est ce qu'on utilise scientifiquement au niveau clinique pour aller diagnostiquer, définir, identifier est-ce que ma cliente, elle est réellement une personne qui est accro au boulot ou qui est surperformante. Et si tu coches, si tu es capable de dire oui à 4 de ces 7 descriptifs, de ces 7 items, eh bien, on pourrait dire que tu es accro au boulot. Mais attends. Je veux t'inviter à prendre ces 7 items-là, OK? Parce que des fois, ce qui arrive, on peut faire preuve de désirabilité sociale. Puis ce qu'on va faire, c'est que on peut tempérer nos impressions puis notre perception de soi. Donc, tu pourrais prendre ces 7 questions-là et demander à tes amis, demander à tes enfants et demander à ton ou ta conjointe, ton partenaire de vie, de répondre. Et là, tu auras une meilleure image, une meilleure reflet si oui ou non tu es accro au boulot. Puis j'ai envie de dire que si tes amis, tes enfants, ton conjoint répondent à peu près, disent oui aux mêmes choses, ben je pense que ça peut être une sonnette d'alarme. Parce que n'oublions pas, euh, on est une batterie, puis toute l'énergie qu'on donne à notre environnement, au travail, ce sont des fuites d'énergie. Donc, chaque item qui apparaît ici à l'écran, eh bien, ce sont des fuites d'énergie, ce sont des opportunités de fuite d'énergie. Donc, tu comprendras que plus tu dis oui à, plus tu as de oui aux items à l'écran, ben, ça voudrait dire que là, tu vas comprendre que, oups, les opportunités de perte d'énergie, de drainage d'énergie sont beaucoup plus grandes, justement dû à ce trait de personnalité de surperformance. Mais ce qu'il faut surtout retenir dans tout ça, OK, c'est que qui vont me dire, Sandra, moi, par exemple, je suis pas une accro au boulot, je suis pas une bourreau du travail, mais je suis quelqu'un qui aime son travail puis qui donne à 100%. Je suis super engagée. Puis c'est quoi ici le mot-clé qui va faire la différence entre une personne qui est addicte au travail puis super engagée? Eh bien, c'est ce magnifique mot qui est une de mes valeurs clés, le plaisir. Si il y a perte de plaisir, il y a de fortes chances que tu n'es pas du côté où ce que tu es super engagé, super mobilisé dans ton travail, mais que tu es peut-être plus du côté de la personne qui est accro à son travail, qui est une boulomaniaque ou une bourreau du travail. Faut comprendre que à peu près
8 à 12% de la population canadienne serait addict au travail. C'est beaucoup. C'est une personne sur 10. Donc, dans un bureau de 20 personnes, il y a au moins 2 personnes sur 10 qui seraient considérées comme étant accros au boulot. Puis, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que l'effort que tu donnes au travail, ta gestion de priorité par rapport à ce que tu fais au travail, ça doit rester dans le plaisir, OK? Et c'est ça, comme je disais tantôt, qui va faire la différence entre un workaholic puis une personne qui est super engagée au travail. Par exemple, le workaholic, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle va travailler vraiment de manière compulsive. Un petit peu comme quelqu'un qui vraiment de façon compulsive, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein et comme je disais tantôt, il n'y a pas de réelle satisfaction. OK? Puis l'une des différences majeures entre une personne qui est super engagée puis une autre qui est accro au boulot, c'est vraiment la perte de plaisir. Donc, une addiction au travail va souvent mener à des problèmes de santé. Puis on le sait, là, le problème de santé ici, je vais le dire, on va appeler un chat, l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel qui est en fait un trouble d'adaptation. Ici, le trouble d'adaptation, il est clairement évident qu'il est dans le travail et que ça empiète sur la vie personnelle. Donc, burn-out, épuisement professionnel, mais ça peut aussi mener à une dépression. Et là, je parle juste de la santé mentale, mais au point de vue physique, il peut y avoir aussi toutes sortes d'autres manifestations puis de symptômes. Euh, une addiction au travail aussi, ça va générer beaucoup de culpabilité. Et évidemment, qu'est-ce que ça va faire si j'ai des émotions négatives? Ben, ça va augmenter mon stress. OK? Donc, il faut trouver des méthodes à mettre en place pour gérer son stress, ça c'est un, mais aussi pour gérer ses pensées négatives qui génèrent des sentiments de culpabilité, des sentiments de peur, des sentiments d'anxiété, des sentiments de honte, afin justement de pouvoir prendre plus de recul et d'avoir un rapport au travail un petit peu beaucoup plus sain, ok, qui va pas mettre notre santé en péril, j'ai envie de dire. Donc, quels sont les signes? Alors, je vais commencer. Le premier signe, il y a vraiment une tendance à rechercher la perfection. Puis là, on va se le dire, OK? Premièrement, il y a énormément de rigidité. Euh, Quand je suis super performante, il y a beaucoup de rigidité. Puis cette rigidité-là va m'amener à mettre en place des mécanismes de protection, des mécanismes de défense, donc différents types de comportements pour me protéger d'une part, pour me protéger parce que je vis de l'anxiété à l'intérieur de soi. Donc, comprenons bien que oui, je surperforme de l'extérieur, mais je suis comme le petit canard. Le petit canard, quand tu le regardes voguer sur l'eau, tout a l'air en contrôle, tout a l'air beau, mais en dessous de l'eau, là, les petites papates, ça nage, puis ça nage rien, pas rien qu'un peu. Donc, tendance à rechercher la perfection, ça c'est un, un signe qui ne se trompe pas. Tendance à se juger sévèrement, surtout lorsqu'elle ne fait pas les choses comme elle devrait. Je dis pas que la surperformante est une perfectionniste, mais elle pourrait avoir des tendances perfectionnistes. Puis quand on a des tendances perfectionnistes, on a tendance à se juger plus sévèrement. Des excès de colère, donc de la frustration, de l'irritabilité quand les choses ne vont pas comme je le veux, difficulté à accepter la critique et c'est une personne qui est extrêmement axée sur les résultats. Bon, là j'arrête ici les premiers 5 signes parce que quand on écoute ça, ça veut dire que être une surperformante, c'est quelque chose de très mauvais. Mais ce ne l'est pas parce que en même temps, si tu te reconnais dans la description d'une surperformante, la surperformante, elle a d'excellentes qualités, elle a de merveilleuses forces.
Je vous dis que moi-même, je suis une ancienne surperformante et j'ai frappé le mur de l'épuisement, j'ai frappé le mur aussi de la dépression. Et ce qui est intéressant avec la surperformante, c'est une femme qui est extrêmement déterminée et persévérante. Elle est ambitieuse, elle veut réussir, elle veut avancer, elle veut accomplir des choses. C'est une femme qui, si on la met à la tête de projet, comme on dit en anglais, she gets shit done. Elle fait le boulot, puis elle est capable d'apporter les livrables, elle est capable de livrer la marchandise. Donc, c'est une femme qui est très organisée, qui sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment faire pour atteindre ses objectifs, une très grande aptitude à la résolution de problèmes, un bon esprit d'analyse, un bon esprit de synthèse, très autonome. Écoutez, la surperformante, elle a des forces extraordinaires. Là où il y a une plus grande vulnérabilité, c'est dans son émotion. C'est là qu'elle est peut-être moins bonne, parce que ce qui l'habite dans son émotion, c'est beaucoup de peur. Tous les beaux accomplissements qu'elle fait sont motivés par la peur de l'échec, la peur d'être jugée, la peur d'être critiquée, la peur de ne pas réussir, la peur d'être rejetée. Donc, tout ce qu'elle fait, tous ces beaux accomplissements, c'est en fait pour se protéger. C'est ça que je dis, c'est un mécanisme de défense. C'est pour se protéger de tout ce qui pourrait arriver qui lui fait peur. Et parfois même, pourquoi je dis que c'est un syndrome d'imposteur déguisé? Parce que très souvent, la surperformante n'est même pas consciente de ses propres forces. Elle doute de sa valeur. Parfois, elle est à un poste, elle est dans une position, elle occupe un poste, puis elle n'est pas convaincue qu'elle a le droit d'être là, qu'elle mérite d'être là, qu'elle a ce qu'il faut, qu'elle a les capacités pour réussir. Donc, elle sent comme si elle n'est pas assez, puis qu'elle n'est pas à sa place. Puis quand je dis qu'elle n'est pas assez, la phrase qui va revenir le plus souvent est j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça qui habite le cœur de ma surperformante. C'est cette constante peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Et si je suis pas à la hauteur, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Si je suis pas à la hauteur et si j'échoue, OK? Et là, ce qui va arriver, c'est je vais montrer aux gens que je suis pas une lâcheuse. Je vais montrer aux gens que je suis capable. Donc, ma valeur va être définie et va dépendre du nombre de projets que je suis capable de mener à terme. Et ça peut amener justement la surperformance à se lancer dans du multitâche et à s'impliquer dans trop de projets ou dans trop de choses ou à faire trop de choses en même temps. Pourquoi? Justement à cause de cette peur. Et comme je disais tantôt, aucun sentiment de satisfaction. C'est impossible d'être satisfaite de ce que l'on fait si on a constamment peur, si on est dans l'anxiété, si on est dans la culpabilité, si on est dans la peur, c'est impossible. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Tu peux pas être anxieuse puis être satisfaite en même temps, c'est impossible. OK? Les deux ne peuvent pas. Et c'est là qu'on va voir que dans un souci extrême de vouloir démontrer sa valeur par ses accomplissements, par ses réussites, par l'atteinte de ses objectifs, ben c'est là maintenant qu'on va avoir donné de plus en plus de temps au travail. Et là, maintenant, le travail va empiéter sur la vie personnelle. Et c'est là qu'on peut voir qu'il peut y avoir un déséquilibre entre ma vie professionnelle et ma vie perso, puis qui fait que même si je suis à la maison physiquement, je ne suis pas à la maison. La qualité de ma présence, elle n'est pas là. Et le dernier point qui vient d'apparaître à l'écran, apprentissage versus échec, eh bien oui, c'est très difficile de voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Pourquoi? Parce que mon estime de moi-même est attachée à ma capacité d'atteindre mes objectifs. Donc, on va plutôt se voir comme un échec que de voir la situation comme, OK, c'est une façon que j'ai faite et qui n'a pas fonctionné. OK? Donc, comment qu'on peut faire pour surmonter cela? Puis là, vous l'aurez compris,
plus vous avez de coches, plus vous cochez de cases à tout ce que je viens de vous décrire, plus vous pouvez voir la sévérité de ce trait de personnalité. Encore une fois, il y a des forces magnifiques qu'on doit donner, qu'on doit reconnaître à la surperformante, mais c'est au détriment, il y a une rigidité, il y a une peur qui fait que c'est au détriment de sa propre santé. Donc, il y a 4 choses qu'on peut faire pour nous aider à retrouver cet équilibre, pour arrêter les fuites d'énergie, puis recommencer à se ressourcer. Okay? Première chose qu'on doit faire, c'est travailler sur les limites floues. Donc, on doit apprendre à tracer une limite qui sera étanche et non poreuse, étanche entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire on ne ramène pas de travail à la maison. Ouf. Le jour que j'ai décidé que j'arrêtais d'amener de la correction à la maison, parce que moi, dans mon ancienne vie et dans ma vie actuelle encore, mais différemment, euh, ma formation initiale, c'est dans le domaine de l'enseignement. Moi, je suis une enseignante, mais vous savez que les enseignants apportent toujours du travail à la maison. Pourquoi? Parce qu'on fait la correction à la maison, on fait la préparation des cours à la maison. Et la journée que je me suis dit, je ne n'amène plus de correction à la maison, ça a été comme, ça a créé une légèreté en moi. Donc, ça, c'est un exemple de limite claire. On évite de ramener du travail à la maison. Un autre exemple, ce serait, on arrête de parler du travail à la maison, ou on arrête de parler, quand on est en pause, ça c'est super important, en heure de dîner, en pause, on parle pas de travail, et je sais que ça c'est plus difficile parce que souvent, lorsqu'on dîne avec les collègues, on lunch avec les collègues, puis dites-moi si ça fait du sens que je vous partage, on va parler du travail. Mais là, ce qu'on veut, c'est prendre une pause. On veut créer une limite et dire, moi, c'est mon heure de dîner, puis je veux pas parler de travail. Fait que des fois, ce que ça va me demander, c'est soit que dans la semaine, je décide que certaines journées, si les collègues parlent toujours de travail, parce qu'on peut pas les empêcher de parler de travail si ça dont ils veulent parler, mais toi, par contre, tu peux décider que, OK, c'est quoi, 2 ou 3 midis par semaine, je vais manger ailleurs, ou je vais limiter mon temps de dîner avec mes collègues, justement, pour créer cette espèce de limite. Fait que là, j'ai dit, on ramène pas de travail, on parle pas du travail à la maison ou on pause. Une autre façon de mettre des limites claires, c'est prendre des pauses. Ma surperformante, elle a tendance à ne pas prendre de pause. Alors, prendre des pauses, ça va aller beaucoup dans prendre soin de soi, mais ça aussi, ça peut être un exemple de se fixer des limites claires au travail. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres exemples. C'est toi qui vas pouvoir déterminer où sont tes limites en fonction de c'est où ce que justement la vie professionnelle empiète sur ta vie personnelle. Deuxième chose qu'on va faire, c'est dresser une liste de ses priorités personnelles. Et ça, ce que ça fait, c'est mes priorités personnelles ne sont pas mes priorités professionnelles. Une priorité personnelle, ça pourrait être tout simplement euh, passer plus de temps avec mes enfants, passer plus de temps avec mon chéri, passer plus de temps avec mes amis, passer plus de temps, recommencer à m'entraîner. Parce que la surperformante, si le travail empiète sur sa vie personnelle, ce que je disais, c'est qu'elle sacrifie. Et souvent, qu'est-ce qui va prendre le bord? C'est toutes les choses, toutes les activités qu'on fait pour prendre soin de nous, qui nous font du bien. Donc, des loisirs, des hobbies, l'exercice. Combien de fois j'entends que j'ai pas le temps, fait que je peux aller m'entraîner ou et parfois aussi c'est le sommeil. Combien de fois les surperformantes vont travailler plus longtemps, surtout celles qui sont entrepreneurs, qui vont travailler plus longtemps quitte à perdre des heures de sommeil. Donc, les priorités, c'était non, 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 non. Après une certaine heure, je ne travaille plus ou après une certaine heure, je vais me coucher, etc. Donc, il faut faire une liste de ses priorités et ça, c'est en lien avec ses valeurs. Donc, plus je vais connaître et connecter à mes valeurs, plus ma liste de priorités sera claire et précise.
OK? Quoi d'autre? Et la deuxième chose que tu peux faire, les deux autres actions que tu peux faire pour surmonter la surperformance ou le syndrome d'imposteur, c'est prendre soin de toi et socialiser, passer du temps avec les gens que t'aimes, les gens qui te font du bien. Parce qu'encore une fois, ce que ça fait quand le travail empiète sur ta vie personnelle, c'est qu'on a tendance à couper dans des liens sociaux et aussi à couper dans tous les moments de bien-être et d'activité, de prendre soin de soi, de se ressourcer. Donc, on pratique le self-care de manière active, donc on pose des gestes quotidiens, on pose des gestes conscients pour pratiquer le self-care et évidemment, on se donne comme devoir de prendre du temps avec ses amis. Puis qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps avec ses amis? Et ça veut dire que c'est écrit dans l'agenda. Super important, c'est écrit dans l'agenda, OK? Euh, donc voilà, ça conclut la formation d'aujourd'hui sur la surperformance. Donc, si tu te reconnais dans ce que je viens de te partager, moi, je t'invite tout simplement à écrire dans les commentaires, oui, c'est moi, oui ou c'est moi, et je vais t'envoyer un lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et discuter pour voir qu'est-ce qui peut être fait, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Parce que tu l'auras compris, là, je viens de te donner des exemples de qu'est-ce qui peut être fait pour la surperformance, mais c'est clair qu'il faut aller voir les croyances qui t'habitent, c'est clair qu'il faut aller voir les pensées négatives aussi qui sont là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aller travailler sur ton schéma de croyance qui perpétue le syndrome d'imposteur, qui perpétue cette idée-là que je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur. Donc, il y a vraiment un travail au niveau du mindset à faire. Donc, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais c'est sûr que si tu commences à mettre ça en pratique, ce que tu fais, c'est que tu vas commencer à atténuer les fuites d'énergie, puis définitivement, tu vas te donner beaucoup, tu vas te ressourcer, donc tu vas te redonner de l'énergie. Donc, si tu as aimé, je t'invite à écrire dans le chat le mot qu'est-ce que tu as, un mot qui va décrire qu'est-ce qui t'a, avec quoi tu repars en fait. Donc, avec quoi tu repars aujourd'hui suite à à cette, euh, à cette formation. Donc, pendant que je regarde dans le chat ici ou encore sur Facebook, je vais voir si je là, je commence à l'avoir là, je commence à l'avoir là, je commence à avoir le tour. Donc, puis c'est super important, je le tiens à nommer, tout ce processus-là de transformer l'épuisement en énergie, je viens de le dire, c'est un processus, c'est un voyage. Puis ça prend du temps, mais c'est surtout un voyage dans se créer un rapport à soi, une relation avec soi-même beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus douce pour justement apprendre à être sa meilleure amie, puis comprendre que le travail n'a pas à nous rendre, on n'a pas à se rendre malade pour le travail. Donc, il y a toujours des éléments du travail qui vont déclencher des choses en nous. Ça, c'est clair. L'environnement aide pas ou l'environnement contribue parfois à notre épuisement. Mais il y a aussi une belle partie qui nous appartient. Et ce qui est le fun, c'est que tu as le contrôle sur toi. Tu as le contrôle sur tes choix. Tu as le contrôle sur ce que tu penses. Tu as le contrôle sur tes décisions. Et ça, ce que je veux faire, c'est te ramener à reprendre ton pouvoir d'agir, à reprendre ton pouvoir pour changer ta vie pour le mieux. Et aussi à travailler, au niveau des blessures, au niveau des peurs, au niveau des doutes que tu peux avoir par rapport à toi-même et qui t'amènent justement à vouloir démontrer ta valeur en te donnant trop.
en créant ce déséquilibre. Donc là, je vois pas de commentaires, mais celle en différé, je vous invite à commenter un mot que vous retenez par rapport à cette formation. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous n'avez qu'à dire oui ou je le veux et moi, je vais vous envoyer un lien. Puis on va pouvoir discuter ensemble de qu'est-ce qui peut être fait, comment je peux vous accompagner. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent midi, puis on se revoit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du midi. À bientôt tout le monde!